Récemment, différentes polémiques ont mis le genre au cœur de débats, mettant notamment en avant l'existence d'une supposée théorie du genre. Mais en fait, de quoi parle-t-on vraiment ? En définitive, il n'existe pas à proprement parler de théorie du genre. Il n'y a pas de théorie unique et notamment pas de théorie qui prônerait une supposée indifférenciation sexuelle. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le terme genre, par ailleurs, alors arriverait d'un anglicisme, des gender studies. Alors, il faut un peu se calmer là aussi, puisque en définitive, ce terme de gender ou de genre version française, finalement, existe depuis les années 60, à la fois outre-Atlantique, mais aussi dans les sciences sociales européennes. Donc ce n'est pas une importation non plus pure et dure. En revanche, ce que permet le terme de genre, et ça c'est très important, il permet de distinguer le sexe biologique des individus par rapport à ce qui relève d'un processus social, d'un processus de socialisation, d'une construction sociale qui se fait via la famille, les différents environnements, les médias, l'école et tous les lieux de l'apprentissage. Donc ça c'est important et ça relève du genre et pas du sexe qui lui est biologique. Donc finalement, le sexe relève de la procréation, relève du biologique, quand le genre, en définitive, relève grosso modo d'un processus de construction sociale. Et c'est ça qu'il faut retenir et qui est important. Deuxièmement, le genre, et ça aussi c'est un élément pertinent, évolue dans le temps, dans l'espace, pourquoi pas aussi. Tandis qu'évidemment, le sexe est beaucoup plus figé comme notion. Et le genre nous permet aussi de dénaturaliser des comportements individuels et qui sont imputés à l'un ou à l'autre sexe. Le genre permet finalement de nous libérer du biologique et de ce qui est soi-disant déterminé par la nature. Les stéréotypes de genre constituent véritablement le carburant des inégalités entre les femmes et les hommes. Le processus de construction sociale de la différence entre les sexes s'appuie en effet sur un grand nombre de stéréotypes dont nous sommes toutes et tous, souvent malgré nous, les agents de diffusion, et ce dans toutes les circonstances de la vie sociale. À partir d'une différence première, celle entre les sexes biologiques, ces stéréotypes créent un ensemble d'injonctions et de signaux adressés aux individus afin qu'ils se conforment au comportement attendu des catégories masculin et féminin. Ces stéréotypes concourent ainsi, par tout cet ensemble d'injonctions, de préjugés, à limiter le choix des individus. Souvent ancrées profondément, les catégories de genre sont constamment validées, confirmées, de sorte à ce qu'elles finissent par se confondre avec des différences naturelles. Les stéréotypes permettent en outre d'organiser la division sociale du travail entre les sexes. Aux femmes, de manière privilégiée, la sphère de la sollicitude, du soin à autrui, ce qu'on appelle autrement le care. Et ce, tant dans la sphère professionnelle, où elle réalise encore 80% des tâches domestiques, que dans la sphère professionnelle, où des métiers tels qu'assistante maternelle, assistante à domicile, infirmière, maîtresse d'école se conjuguent encore très largement au féminin. Du côté des hommes, là encore de manière privilégiée et non exclusive, un accès à la sphère de la production. Production sociale, production économique, mais aussi production culturelle. Finalement, ce principe apparaît si pratique, si ancré aussi dans nos réalités sociales, qu'on serait presque tenté de dire « touche pas à mes stéréotypes ». Le problème dans cette affaire, c'est que cette distribution, elle s'opère de manière hiérarchique. La valeur qui est attribuée aux activités perçues comme principalement féminines ou masculines n'est pas la même. Comme en grammaire, où ça d'ailleurs n'a pas toujours été le cas, c'est le masculin qui l'emporte. Cette valence différentielle des sexes, pour reprendre un terme utilisé par une anthropologue au Collège de France, Françoise Héritier, se mesure de différentes manières. Dans l'accès aux sphères du pouvoir, dans l'accès à la rémunération, etc. De ce fait, à travers cette valence différentielle, les stéréotypes de genre ont eu des incidences très concrètes en matière de rémunération, en matière d'exercice des responsabilités, et ils accompagnent à travers la socialisation au sein de la famille, à l'école, puis au travers des carrières professionnelles, toute notre vie. Donc
filles et garçons font en général, dès leur plus jeune âge, l'objet d'un traitement et d'une attention différenciée qui visent leur socialisation au rôle masculin et au rôle féminin. Alors, ce processus se traduit à différents niveaux. Les compétences que l'entourage attend des filles ou des garçons ne sont pas identiques et ne sont pas attendues dans les mêmes proportions. Leurs comportements respectifs sont souvent évalués et au besoin encadrés ou réprimandés selon des échelles de valeurs en partie différentes. Ainsi, tandis que l'audace et l'intrépidité sont davantage valorisées chez les garçons plutôt que chez les filles, la peur est au contraire valorisée comme une marque de saine prudence chez les secondes et de couardise évidemment chez les premiers, chez les garçons. Plus largement, il est attendu des petites filles, en définitive, de ne pas se comporter surtout dans ce qu'on appelle les garçons manqués. Autrement dit, de ne pas prendre trop de risques, de ne pas se bagarrer, de ne pas se salir, c'est très important, de ne pas être trop entreprenante ou hardie, mais d'être sage, soigneuse, plus attentive aux autres, mais aussi plus responsable. Inversement, il est demandé aux petits garçons de prendre des initiatives, des risques, de s'imposer, de ne pas se laisser faire, de ne pas montrer d'éventuelles faiblesses. Alors dans cet ensemble de prescriptions sociales fort éloignées de nos capacités ou propriétés biologiques, tous les artefacts que sont les habits, les jeux, les jouets sont autant d'outils permettant d'accompagner ces injonctions et de les mettre en œuvre. Ces aspects jouent un rôle décisif dans la manière dont filles et garçons, partant de là, envisagent le monde, acquièrent leurs compétences cognitives et se définissent par rapport à ceux qui les entourent. À l'école, les élèves sont de la même manière l'objet d'attentes, d'exigences et d'attentions différentes en fonction de leur sexe. Y compris dans des conditions de mixité, l'institution scolaire en fait participe de la différenciation des rôles de genre. Et ce processus contribue à expliquer, bien évidemment, la persistance d'orientations scolaires différentes entre filles et garçons dans le secondaire, mais aussi plus tard, bien sûr, à l'université. Il éclaire aussi les différences de niveau et de bien-être à l'école observées entre garçons et filles, principalement au détriment des premiers. Dans l'ensemble, les garçons en fait font l'objet de plus d'attention que les filles. Leur réussite est davantage valorisée et leurs échecs beaucoup plus sévèrement sanctionnés. À ce différentiel d'attention s'ajoutent des différences dans les compétences de savoir-faire attendues des garçons et des filles. Les filles, pour exemple, font l'objet d'attentes plus soutenues vis-à-vis de certains types de savoir-être. On leur demande de faire preuve de rigueur, de bien tenir leur cahier, de globalement d'ailleurs bien de se tenir, de respecter l'autorité, d'avoir le souci d'autrui, d'aider ses camarades, de partager. A l'inverse, les garçons sont particulièrement attendus sur leur capacité, qu'on appellera peut-être plus tard le leadership finalement, à prendre la parole, à s'exprimer, à poser des questions et à faire preuve d'initiative et aussi d'esprit d'équipe. Ces attentes différencient rapidement les garçons et les filles quant au type de compétences scolaires et à leur degré d'insertion dans l'institution, avec 3 conséquences majeures. Premièrement, des orientations différenciées, tant du type que du spectre des filières. Deuxièmement, de meilleurs résultats des filles dans la majorité des disciplines, à l'exception des sciences et techniques, y compris les mathématiques, où leur niveau se rapproche aujourd'hui de celui des garçons. Preuve, s'il en faut, qu'il ne s'agit pas ici de compétences innées, mais bien acquises. Troisièmement, un échec et un abandon scolaire plus important pour les garçons, du fait d'une injonction
finalement contradictoires. Les comportements et compétences encouragés chez les garçons dès le plus jeune âge sont en décalage avec les normes scolaires et les normes attendues par l'école. Et plus encore quand l'école se dit être à la française. Rythme excessivement soutenu, longue journée, peu de travaux de groupe et finalement les garçons ne s'y retrouvent pas dans cette institution scolaire à la française. La traduction de ces stéréotypes dans l'orientation scolaire imprime des trajectoires différentes tant dans le secondaire que dans le supérieur. En particulier, les garçons sont nettement plus nombreux à quitter les filières générales, les filières traditionnelles, pour s'orienter vers l'enseignement technique et professionnel, encore trop souvent en France considéré comme une voie de garage. À l'université, et également dans les grandes écoles, ce processus de ségrégation se manifeste différemment à travers les effectifs des filières. Reflet de leurs meilleurs résultats dans le secondaire, les filles sont nettement plus nombreuses, non seulement en sciences humaines et sociales, mais également dans des filières telles que le droit, les sciences de gestion et les filières de l'enseignement où elles représentent entre 65 et 80%, voire 85% des effectifs. A l'inverse, les filles sont nettement moins nombreuses que les garçons dans un petit nombre de disciplines, mathématiques, ingénierie ou nouvelles technologies, où elles représentent entre 25 et 40% des étudiants. Ces phénomènes ne laissent pas indifférents. L'Europe et les pouvoirs publics s'inquiètent du peu d'appétence apparent des filles pour certaines disciplines, notamment pour des domaines d'avenir que les nouvelles technologies, où pour nourrir des économies de la connaissance et de la créativité, tous les talents disponibles sont nécessaires. Et du reste, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées aux fins de mettre fin à ce phénomène. D'autre part, à l'inverse, certains corps professionnels qui observent une importante féminisation, voire une féminisation massive à l'entrée dans la profession, c'est le cas par exemple de la magistrature dans un grand nombre de pays, eh bien s'inquiètent, s'interrogent sur les effets de cette féminisation, sur l'attractivité de leur métier pour les hommes, mais aussi sur l'image de ces professions et sur ce que cela signifie de l'évolution de leur perception par le public. Tout cela induit des choix de trajectoire professionnelle. Et à ce niveau-là, on n'est plus décidément dans un jeu, puisqu'on passe des stéréotypes aux inégalités véritables. Tout comme la ségrégation dans l'enseignement, celle dans la sphère professionnelle est une réalité. Ainsi, en 2010, on observait que 56% des femmes employées se concentraient dans simplement 12 des 87 domaines professionnels reconnus par l'INSEE, alors que les hommes étaient présents dans l'immense majorité d'entre eux. Horizontale, cette ségrégation est également verticale, et si les femmes représentent 80% des employés, 51% des professions intermédiaires, elles ne comptent que pour 39% parmi les cadres. Ces différences prennent la forme d'une ségrégation pure et simple dans un certain nombre de professions, soit exclusivement masculines, soit exclusivement féminines. Nous ne sommes donc plus face à une simple division des rôles sociaux, mais dans une véritable hiérarchisation professionnelle dont les conséquences sont extrêmement prosaïques puisqu'elles affectent les perspectives de rémunération à moyen et à long terme, les cotisations retraite et bien évidemment l'accès aux postes hiérarchiques. Donc on le voit, ce n'est pas le processus de différenciation et d'assignation à des rôles genrés qui pose problème, que le fait que cette distinction en fait s'opère de manière hiérarchique, produisant des situations, bien sûr, d'inégalité, voire de discrimination. La division horizontale du travail entre hommes et femmes se double d'une division verticale. Les femmes se concentrant dans des secteurs d'activité moins valorisés, moins rémunérés, et cumulent les indicateurs correspondant à des emplois de mauvaise qualité. Horaires décalés, temps partiel subi, et bien sûr effet des contraintes familiales sur la vie professionnelle. D'ailleurs, ces phénomènes sont tellement répandus qu'ils ont fini par être désignés par la littérature académique par une série de métaphores spécifiques.
Au premier d'entre elles, on appelle le gender gap, ou bien le gender pay gap, ou tout simplement l'écart entre les salaires des femmes et ceux des hommes. À compétences égales et à typologie d'emploi équivalent, cet écart est, selon le mode de calcul le plus courant, de 27% en France en 2012. Si l'on reprend le mode de calcul de la Commission européenne en équivalent temps plein, alors il y a aussi entre à peu près 2% en Slovénie et près de 30% en Estonie, atteignant plus de 20% en Allemagne et 15% en France. Selon ce même mode de calcul, il atteint 23% en moyenne aux États-Unis et 21% au Japon. Dans les pays émergents, bien sûr, les calculs ne présentent pas le même degré de fiabilité et se limitent à l'économie formelle. Mais les écarts de salaire entre hommes et femmes oscillent entre 17% au Brésil et à peu près 40% en Inde. Ces chiffres sont à peu près de 2010. S'il tend à décroître, l'écart de rémunération entre hommes et femmes n'évolue cependant que très lentement et s'accompagne par ailleurs de conditions d'emploi, d'accès à la propriété et à l'autonomie financière très inégalitaires. On parle aussi, parmi les mots-clés d'explication des questions liées au genre, de glass ceiling ou de plafond de verre. Le glass ceiling, ou donc ce fameux plafond de verre, désigne le fait que les femmes sont moins nombreuses à accéder à des fonctions de responsabilité, y compris là où elles constituent une proportion majoritaire dans la main-d'œuvre au départ. Différents phénomènes sont en règle générale pointés pour expliquer ce plafond de verre ou ce glass ceiling. Carrière ralentie, bien sûr, du fait des responsabilités familiales qui pèsent d'abord sur les femmes. Profilage des métiers ou des postes selon des critères affectés de biais genrés, mais aussi phénomène d'autocensure, en l'absence notamment de rôles modèles féminins qui révèlent surtout l'intégration par les candidates féminines potentielles de conditions d'avancement inégalitaires. Alors au plafond de verre s'ajoutent en outre des parois de verre qui entravent en fait la mobilité cette fois-ci latérale des femmes en fonction des divisions horizontales des métiers au sein de l'entreprise. À cela, on peut encore rajouter un mot qui est le sticky floor, plancher collant ou sol collant. Tous ces mots et ces concepts décrivent un phénomène concomitant, celui de femmes en définitive piégées à des échelons intermédiaires et privées surtout de perspectives d'avancement. On parle aussi de leaky pipeline. Il désigne, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, la disparition progressive des femmes à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie académique, y compris là où elles constituent une proportion significative des troupes au tout début. La position, et c'est ça qu'il faut comprendre, des femmes et des hommes dans la sphère professionnelle n'est pas la seule impactée. Les systèmes de protection sociale se sont fondés sur le modèle de l'homme comme principal pourvoyeur de revenus. Le salariat féminin constituant dans ce cas-là une source d'appoint en définitive, accentuant ainsi les inégalités propres aux périodes d'activité par des inégalités devant la retraite, la protection sociale. Pour exemple, l'écart de traitement à la retraite entre hommes et femmes s'élève à 40%. Pour un très grand nombre de femmes, les inégalités se cumulent au fil des différentes phases de la vie et de ses accidents. Et si le chômage, et ça il faut le rappeler, frappe les femmes et les hommes à peu près dans les mêmes proportions, la précarité et la pauvreté constituent des phénomènes majoritairement féminins.
Ces inégalités devant l'emploi et devant les situations de précarité ne peuvent se comprendre si l'on fait abstraction de la persistance des inégalités femmes-hommes dans la sphère privée. Ainsi, en dépit de l'émergence, bien entendu, de nouveaux modèles familiaux ou de couples ces dernières décennies, les femmes continuent d'assurer plus de 80% des tâches domestiques, y compris des tâches liées aux soins des enfants. De même, elles représentent plus de 80% des aidants proches auprès des personnes âgées dépendantes, se confrontant ainsi aux fonctions de care à différents moments de leur vie active. Enfin, la construction de différences de genre, parce qu'elle se fonde sur une distinction hiérarchique, fonde également la spécificité des violences exercées contre les femmes au motif de leur appartenance au genre féminin. Près du quart des victimes d'homicides en France sont des femmes tombées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et le viol, bien sûr, est de loin le premier crime recensé partout où il fait l'objet d'un traitement approprié dans le code pénal. Longtemps, la loi a validé les inégalités entre les femmes et les hommes. En matière d'accès à la citoyenneté, où il convient de rappeler que les Françaises n'ont accédé au droit de vote qu'en 1944, par ordonnance, le Parlement faisant de manière régulière obstruction. En matière également d'autonomie personnelle, les femmes n'ont tenu le droit d'ouvrir un compte bancaire ou d'occuper un emploi sans l'autorisation de leur conjoint qu'en 1965 et ont accédé au droit à la contraception en 1974. Enfin, les premières dispositions législatives prétendant dans notre pays réellement garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne datent que du début des années 1980, avec les lois dites Roudy, du nom de la ministre des droits des femmes de l'époque, en 1983. Depuis, néanmoins, sous l'effet du droit européen, mais également des mobilisations féministes des années 70, l'égalité femmes-hommes, en particulier l'égalité au travail, a fait l'objet d'un traitement législatif relativement intensif et cumulatif dans le sens où les nouvelles dispositions sont venues renforcer l'application des précédentes, au prix parfois néanmoins de décennies perdues en termes d'application effective. Dernière en date, la loi présentée en janvier-février 2014 devant le Parlement confirme, sanctionne cette dimension cumulative puisqu'elle constitue une sorte de compilation des dispositions précédentes dont elle renforce la dimension d'implémentation, la dimension de mise en œuvre. Au niveau de l'Union européenne, l'égalité entre les hommes et les femmes constitue de longue date un terrain d'action privilégié pour les institutions communautaires. D'abord, l'égalité salariale est présente dans le traité fondateur des communautés européennes, le traité de Rome, dès 1957, dans son article 119, à une époque où elle figure dans bien peu de textes législatifs ou constitutionnels des États membres. Ensuite, des directives sur l'égalité devant l'emploi et la protection sociale ont été adoptées dans la seconde moitié des années 1970, en 1975, 78, 79, qui ont constitué le socle du droit communautaire en la matière. Et puis surtout, l'égalité femmes-hommes figure comme principe fondateur de l'Union européenne, et ce depuis le traité d'Amsterdam, adopté en 1997, et confirmé, un principe confirmé dans le traité de Lisbonne, adopté lui en 2009. Enfin, les directives anti-discrimination, qui couvrent un plus large spectre que celles fondées simplement sur le sexe, sont venues renforcer le droit communautaire dans la première moitié des années 2000. Et puis, parallèlement à une approche, cette fois en termes de politique publique, une approche transversale qu'on appelle le gender mainstreaming, qui consiste à adopter une perspective de l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines de politique publique, eh bien l'Union européenne a également affirmé le principe de mesures positives, de mesures concrètes consistant à garantir l'égalité effective entre les femmes et les hommes. La portée de ces mesures a été peu à peu validée, précisée par des arrêts de la Cour de justice européenne
qui ont précisé le champ d'application en soulignant notamment que ce principe de mesure positive devait nécessairement être proportionné à la réalité des discriminations ou des inégalités constatées et constituer un principe dérogatoire à celui d'égal traitement. En France, les résistances, les réticences vis-à-vis de l'application et du recours aux quotas, à l'origine du reste de l'invention du principe de parité et de son inscription dans la Constitution en 1999, ont été levées au tournant des années 2010 par l'adoption d'une série de mesures législatives, destinées d'abord au privé, c'est le cas de la loi dite Copé-Zimmermann, qui porte notamment sur la composition des conseils d'administration et de surveillance des entreprises cotées en bourse, et en 2012 l'adoption de la loi dite Sauvadet qui elle concerne la fonction publique. En dépit de ces nombreux jalons législatifs, doublés de dispositions réglementaires de plus en plus contraignantes, notamment pour les entreprises, mais pas seulement, les inégalités femmes-hommes dans la sphère professionnelle persistent. En cela, ce traitement législatif démontre toute la place qui revient aux entreprises, aux organisations académiques également, pour adopter des initiatives innovantes afin de garantir l'application effective de ce principe d'égalité. En le liant étroitement aux résultats et à l'image de l'entreprise, et ainsi de réduire les résistances aux actions positives susceptibles d'être mises en place pour l'atteindre. Telle qu'elle s'est développée à l'international, l'approche du business case, qui associe fréquemment la question de l'égalité des sexes à celle de la diversité, s'appuie sur 4 présupposés suivants. Premièrement, l'égalité femmes-hommes, comme la diversité, sont des caractéristiques positives des communautés humaines. Deuxième point, l'égalité femmes-hommes et la diversité ont un impact sur le management, mais aussi sur le développement des affaires. Troisièmement, ces objectifs ne peuvent être atteints simplement au moyen de législation excessivement coercitive. Quatrième et dernier point et présupposé, l'égalité comme la diversité doit vraiment s'inscrire dans la rationalité propre aux affaires et propre aussi à l'univers de la GRH. Alors, cette approche a notamment été portée aux États-Unis par des organisations de femmes appuyant leur position dans le secteur économique, en particulier leur accès aux postes de prise de décision, tel Catalyst pour ne donner que cet exemple. Mais elle est aussi véhiculée par des organisations internationales comme l'ONU, qui sont excessivement soucieuses de produire un argumentaire simple et impactant pour appuyer la prise en compte de la notion de genre dans les politiques de développement. Surtout aussi, elle est reprise par les grands groupes soucieux d'améliorer leur GRH et d'associer les meilleurs talents, d'atteindre aussi, bien sûr, les nouveaux marchés ou de produire des résultats tangibles et mesurables en termes de RSE, à savoir responsabilité sociale ou sociétale des entreprises qui, je le rappelle, ne se limitent pas à des questions environnementales. Au final, c'est cette notion et cette démarche et toutes ces bonnes pratiques qui sont ancrées dans les GRH, qui sont à l'origine et à la diffusion de pratiques nouvelles qui visent à l'égalité femmes-hommes au sein des grandes entreprises. Si on veut illustrer un petit peu ces bonnes pratiques telles qu'elles se développent dans le monde de l'entreprise, on peut d'abord se référer aux politiques en matière de recrutement. Depuis 2007, par exemple, une entreprise comme IBM mène des campagnes de sensibilisation aux carrières techniques et scientifiques à destination des filles dans les collèges et les lycées. Le but, élargir son vivier de recrutement et accueillir ces jeunes filles dans ces établissements à la sortie de l'université. D'autres entreprises comme Thales, Systra ou Valeo participent de la même démarche et s'efforcent elles aussi de constituer des viviers de recrutement équilibrés du point de vue du sexe via la sensibilisation des filles aux carrières techniques.
Pour appuyer cette démarche, les entreprises peuvent recourir à de nombreuses associations comme Elle Bouge ou Femmes et Sciences ou à des réseaux professionnels, en particulier parmi les femmes ingénieurs, afin de mener des actions de sensibilisation. Féminiser le recrutement peut néanmoins s'appuyer sur une gamme plus large d'actions. Depuis 2001, par exemple, la compagnie des Eaux de Paris conduit des actions de sensibilisation et de formation, mais également en parallèle des actions de communication interne et des actions concrètes en matière de recrutement, non-discrimination, suivi des taux d'embauche et des taux de candidature hommes et femmes. Au niveau international, une société comme HSBC mène également une politique active pour féminiser ces recrutements, de même que Petrobras, le leader de l'extraction et de l'exploitation des hydrocarbures brésiliens, qui associe féminisation à l'embauche et lutte contre les discriminations tout au long des carrières. Quant à la caisse d'épargne, elle a innové en conduisant une politique de rattrapage au niveau du recrutement. D'abord, elle a atteint la parité globale de ses effectifs dès 2011, mais également en termes de rémunération, en distribuant à ses caisses régionales des enveloppes annuelles de rattrapage salarial à emploi équivalent, mais aussi à ancienneté, compétences et expérience comparables. Si on reste cette fois sous l'angle des rémunérations et des primes, la Caisse d'épargne n'est pas seule. Total également est une entreprise qui mène un programme de rattrapage salarial. Quant au CNP, il a mis en place un certain nombre d'indicateurs d'avancement moyen selon le sexe, tels que le pourcentage comparé de salariés femmes et hommes bénéficiant d'une augmentation et une augmentation moyenne par sexe. L'entreprise a également mis en place à la suite des mesures correctives par rapport aux inégalités qui avaient été constatées. Si on reprend à nouveau l'exemple d'HSBC, l'entreprise dispose d'une enveloppe pour les salariés revenant de congé parental et elle offre aux femmes revenant de congé maternité une augmentation correspondant à la moyenne de leurs augmentations au cours des 3 années précédentes. Donc en fait, pour répondre à ces défis, la formation à l'égalité dès le secondaire, mais aussi bien entendu dans les formations continues tout au long de la vie, apparaissent aujourd'hui comme le levier privilégié de véritables changements au bénéfice des femmes, mais aussi des hommes.